Dans ce journal, il sera question de la formation des cadres de l'administration territoriale autour du thème les cadres d'administration territoriale, rôle et responsabilité. Ensuite, dans cette édition, nous parlerons de l'incapacité récurrente du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah relativement à l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ouverture ce matin au palais des congrès d'un séminaire de formation des cadres de l'administration territoriale. Pendant 3 jours, les participants seront instruits autour du thème les cadres de l'administration territoriale, rôle et responsabilité. Compte rendu Nasser Antoufou et Nasser Seydou. La présente rencontre regroupant les cadres de l'administration territoriale recondue et nouvellement nommée s'inscrit dans la politique du gouvernement à accompagner l'administration territoriale afin qu'elle s'acquitte de la mission à elle assignée au mieux des intérêts de la population dont ils sont désormais en charge. La région de Niamey abrite dans la cérémonie le gouverneur de la dite région de revenir sur la particularité de sa région. En effet, comme vous le constatez tous, Niamey est à la fois région, ville et capitale politique de notre pays. Cette situation lui confère un statut particulier. Cette particularité a valu à Niamey d'être doté d'un programme appelé Niamey Niala, à l'initiative de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et dont la mise en œuvre, confiée à un commissariat, a permis la réalisation de plusieurs infrastructures modernes. Vous avez aussi constaté que ces derniers jours, que les autorités de la région de Niamey, en partenariat avec le commissariat Niamey Niala, ont entrepris de grandes opérations d'assainissement de la ville à travers l'enlèvement des ordures ménagères et des opérations de déguerpissement de toutes les occupations irrégulières. Au ministre de l'Intérieur de rappeler à ses premiers responsables qu'ils sont dépositaires de l'autorité et de tous ses attributs dans leurs différentes circonscriptions administratives respectives. En tant que dépositaire de l'autorité et représentant de l'État aux différents échelons de notre administration territoriale, vous êtes chacun d'entre vous le premier responsable de votre circonscription administrative et vous êtes à ce titre tenu d'imprimer la dynamique et le souffle nécessaires au développement économique et social de celle-ci. Pour cela, vous devez d'abord prêcher par l'exemple pour susciter l'adhésion et la participation des populations aux idéaux définis par le gouvernement et mériter la confiance et l'adhésion de ces mêmes populations. D'où l'intérêt porté à plusieurs thématiques relatives à leur mission, dont entre autres la renaissance culturelle et la modernisation sociale, les missions de l'administration territoriale, l'organisation du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, la gestion de la chefferie traditionnelle, la déconcentration et la gestion des conflits ruraux, l'appui au Conseil des collectivités territoriales, le contrôle de légalité des actes et des organes des collectivités territoriales, la sécurité des personnes et des biens, la gestion des ressources financières, humaines et matérielles. La sécurité occupant une place de choix dans le programme de la Renaissance Acte 2, le ministre a interpellé ses cadres de commandement de veiller pour que la paix et la sécurité des populations soient garanties. L'incertitude plane encore cette année relativement à l'acheminement des pèlerins à la Mecque. D'une année à une autre, le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah semble montrer ses limites dans l'organisation du pèlerinage. Ousmane Sidiko et Ibrahim Abdou pour le reportage. L'édition 2016 du Hajj ne déroge pas à la tradition car elle aussi risquerait d'être celle de toutes les incertitudes. Illustration parfaite de l'incapacité notoire du COHO, le Haut Commissariat chargé de l'organisation du Hajj et de la Umrah, qui semble avoir atteint ses limites objectives. Aujourd'hui, la confusion qui est créée autour de ce Hajj, elle est réelle. Elle a créé aujourd'hui tout un désespoir vis-à-vis des pèlerins. Et l'État continue à observer ce désastre. Je pense que les citoyens ont des droits quand ils mettent à la disposition du COHO ou des agences leur argent pour aller faire le pèlerinage au même titre que les autres pays où les citoyens
où le Hajj est bel et bien entrepris dans des conditions acceptables. Depuis la mise en place du COHO, c'est des problèmes. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Au moment même où le Hajj était dans les mains du ministère de l'Intérieur, c'est encore mieux que cette fois-ci où on a créé une institution avec un budget colossal, avec tout ce que les gens connaissent comme fonctionnement, mais qui se trouve de l'incapacité totale de changer les choses, même d'un iota. Silence coupable et démission totale de l'État. Les responsabilités au plus haut niveau se doivent d'être prises. Ça ne va pas. On ne peut pas continuer à regarder comme ça. L'État doit prendre ses responsabilités ou ramener totalement le Hajj au niveau du ministère de l'Intérieur qui en a l'habitude, ou carrément changer les hommes du COHO qui sont de l'incapacité d'organiser. Un État, c'est un État. Le reste État, l'institution reste institution, mais les hommes peuvent bouger s'ils ne peuvent pas. Je pense qu'on ne peut pas continuer toujours à répéter les mêmes problèmes. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Les pèlerins ne savent même pas à quel sens se vouer actuellement. Les gens ont payé leur argent. Nous sommes à 2 ou 3 semaines de la fête de Tabaski. Personne n'a quitté. On fait venir les pèlerins à Niamey. Leur misère ou leur calvaire commence le premier jour où ils vont mettre pied à Niamey parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'on va décoller. J'ai entendu entre le COHO et les aviateurs, aujourd'hui c'est des problèmes. Ils n'ont même pas d'avion pour transporter les gens. Comment à cette date où beaucoup de pays africains ont déjà commencé à amener les leurs, nos pèlerins sont dans les villages, certains sont à Niamey en train de souffrir. Donc je pense que l'État doit prendre ses responsabilités, c'est ça l'État. Il doit créer les conditions que quand ça ne va pas, que les choses aillent mieux. On ne peut pas continuer à observer une situation où des gens sont de l'incapacité d'organiser les choses et que cela continue, comme si rien n'est en train de se passer alors que les citoyens sont en train de souffrir. La parfaite organisation et l'accomplissement de ce 5e pilier de l'islam reste un lointain souvenir au Niger pour les pèlerins, dont le cœur continue de battre la chamade au regard du décompte des jours. Ouverture ce matin au stade général Seni Kounché de l'atelier de vulgarisation de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives de l'OADA et les statuts type des sociétés coopératives. Un atelier de 48 heures au profit des acteurs appuyant les sociétés coopératives de la région de Niamey et Tillabéri. Compte rendu Harrieta Salah et Cheb Guisso. Le présent atelier a pour objet d'informer et de sensibiliser les acteurs appuyant les sociétés coopératives de la région de Niamey et Tillabéri sur les dispositions de l'acte uniforme de l'OADA et les statuts types des sociétés coopératives. En effet, le mouvement coopératif est un facteur déterminant permettant d'impulser le développement socio-économique. C'est pourquoi le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Niamey a demandé aux organisations coopératives de saisir l'opportunité que leur offre l'acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. J'invite les organisations coopératives à saisir l'opportunité que leur offre l'acte uniforme pour développer l'intercoopération avec celle des États partis, pour favoriser les échanges commerciaux, facteurs d'intégration économique régionale. Je me réjouis de l'adoption de cette nouvelle législation communautaire qui est en harmonie avec les objectifs de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui accorde assez de facilité aux organisations coopératives dans leur création, notamment sur les procédures d'immatriculation et leur mobilité dans l'espace communautaire. Le conseiller technique du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a relevé l'importance de cet atelier. Le présent atelier a pour objet d'informer et de sensibiliser les cadres et autorités qui possèdent sur les dispositions de l'acte uniforme et les statuts types de sociétés coopératives. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage compte entreprendre ce genre de rencontres dans des autres régions du pays afin d'amener tous les acteurs à internationaliser les dispositions de ces documents, afin d'outiller toutes les organisations coopératives à harmoniser leurs textes statutaires aux dispositions impératives de l'acte uniforme. Au cours des 2 jours journée qui durera cet atelier, vous serez amenés à suivre disposé par un membre du comité national OADA sur les dispositions de l'acte uniforme, les statuts types de sociétés coopératives simplifiées, les statuts types de sociétés coopératives avec conseil d'administration.
Cet acte uniforme de l'OADA, objet du présent atelier de vulgarisation, accorde des facilités aux sociétés coopératives qui constituent un instrument d'inclusion sociale et un véritable vecteur de création d'opportunités pour l'emploi des jeunes et des femmes. La section lycée et collège a rendu public aujourd'hui une déclaration dans laquelle les élèves expriment leur mécontentement à l'endroit des autorités en charge de l'éducation qui ont jugé les examens de cette année satisfaisants. Asma Oseidou et Abouakar Souley pour le reportage. Les résultats des examens de fin d'année jugés satisfaisants par les autorités en charge de l'éducation ne font pas la joie des élèves. Ces derniers montent au créneau pour dénoncer la situation dans laquelle végète l'école nigérienne et appellent à un respect des engagements pris lors des négociations portant sur la plateforme revendicative de la section lycée et collège de l'USN, dont la non-prise en compte constitue la cause principale des résultats obtenus cette année selon les scolaires. Il y a lieu de vous rappeler que les résultats globaux du bac est de 28%, 28,14% au niveau national et du VEPC environ dans les 30%. Comment peut-on comprendre une telle résultat satisfaisant? Mais nous tenons à leur dire que cela nous prouve la démission totale des autorités en ce qui concerne l'éducation. 2. La section lycéenne et collégienne rappelle aux autorités régionales en charge de l'éducation de ces engagements pris lors de la négociation de notre plateforme revendicative qui, jusqu'à preuve du contraire, certains points n'ont pas eu de solution. Donc, entre autres, le déguerpissement des kiosques et des parkings aux alentours des écoles, la mise à la disposition des boîtes à pharmacie dans tous les établissements, etc., etc. La section lycée et collège exige aux autorités de prendre des solutions adéquates à nos camarades arbitrairement exclus dans les écoles. Exige aux autorités régionales de prendre des mesures urgentes pour les établissements victimes des inondations. Rappel au président de la République de son engagement, l'école est gratuite de 0 à 16 ans. Nous demandons si un tel propos est vrai, pourquoi l'exclusion de nos camarades qui n'atteignent toujours pas l'âge de 16 ans. À cet effet, nous exigeons sans condition les réhabilitations dans les écoles publiques. La section lycée et collège de la région de Niamey informe enfin les autorités en charge de l'éducation que si ces problèmes énumérés ne sont pas solutionnés avant la prochaine rentrée, celle-ci ne pourra être une rentrée politique. Les spécialistes ont tous répondu à l'appel pour la rédaction d'un nouveau programme d'études pour l'enseignement secondaire. Une validation à l'interne en vue de peaufiner les programmes qui régissent l'éducation. Compte rendu Soumane Sidikou et Abouakar Souley. La présente session est celle de la revue d'évaluation des programmes. Ils y participent tous car ils sont en même temps rédacteurs du nouveau programme d'études de l'enseignement. En somme, une validation à l'interne. On a relu le programme 2009 après les avoir évalués. C'est pour la première fois que le pays s'est engagé à évaluer des programmes. On les a fait. On a trouvé les insuffisances et on les a inventorisés, on les a corrigés, on a considéré les contenus vétustes. Ils ont été remplacés par des contenus d'actualité. On a introduit de nouvelles stratégies et de mise en œuvre de programmes. Conséquemment, cette rélecture a impliqué quelques changements. Évidemment, dès qu'il y a rélecture, il y a des changements. Et ces changements-là sont de plusieurs ordres. Je vais souligner particulièrement 2 ordres. Le premier, c'est le changement de paradigme de l'évaluation sanction. Nous voulons aller vers l'évaluation récompense. Au lieu de chercher où l'enfant a
failli pour le sanctionner, nous allons chercher où l'enfant a fait de prouesses pour le récompenser. C'est ça le changement de paradigme. Et dans ce cadre-là, nous souhaiterions que, au cours de tous les examens, que ce soit le BPC ou le bac, toutes les disciplines soient évaluées. Désuets ou obsolètes, toujours est-il que les textes qui régissent un secteur aussi important que constitue celui de l'éducation nécessitent un toilettage, mieux, une refonte pour mieux s'adapter aux réalités. Nos reporters Nafissa Hassan et Ibrahim Abdou se sont intéressés à la fabrication et la vente des briques et pavés, une activité qui répond à une forte demande de la clientèle et qui permet aux jeunes qui l'exercent de subvenir à leurs besoins. La fabrication et la vente des briques et pavés est un métier encore de nos jours exercé par des jeunes comme activité lucrative qui délivre du chômage et de l'oisiveté. Parce que juste été à permis bon ay douara ken kay lambandi juste ay douara carré fou quoi. Dieu merci, grâce à ce travail, nous arrivons à subvenir à nos petits besoins. Dans cette activité, j'ai pu avoir un permis de conduire et une parcelle. En plus du travail sur le chantier, je travaille aussi pour des clients en ville qui n'aiment pas ce qu'on vend ici. La fabrication des briques et pavés, une activité qui requiert un peu de technique dans sa pratique. S'il y a du ciment, on peut en faire 10 paquets par jour. Et c'est à 1000 francs la main-d'œuvre pour un paquet. Tout dépend de la clientèle. Il arrive qu'on fasse 2 jours sans se reposer et parfois nous pouvons travailler pendant 2 mois sans arrêter. La fabrication des briques et pavés, une activité génératrice de revenus qui répond à une forte demande en termes de matériaux de construction, bien que certaines personnes préfèrent faire leur propre construction compte tenu notamment du dosage en sable. Parlons maintenant pharmacopée traditionnelle avec nos reporters Michel Deji et Sadou Doumi qui nous font découvrir les vertus médicinales du faux quinqueliba ou Acacia occidentalis, une plante fortement recommandée par les tradipraticiens dans le traitement de plusieurs maladies. La médecine traditionnelle possède beaucoup de vertus, mais à condition qu'elle fasse objet de recherche. C'est le cas de cette plante qui servait de remède à plusieurs maladies depuis la nuit des temps dans la médecine traditionnelle africaine. Acacia occidentalis, comme nom scientifique, nom vernaculaire en français c'est le faux quinquelba. Son nom en germain est Sanga Sanga et en Hausa Raidore. C'est une plante saisonnière, mais elle peut continuer à vivre même après la saison pluvieuse. Donc de façon générale, on utilise cette plante pour faire baisser la tension. Certaines personnes aussi l'utilisent pour casser la fièvre. Et il y a d'autres personnes qui l'utilisent aussi dans le cadre du traitement du diabète. Dans le traitement des hépatites, le palu, on utilise aussi cette plante pour que ça soit un diurétique. Donc ça fait puiser beaucoup aussi. Donc c'est un laxatif aussi. Vous voyez, donc pour ceux qui sont constamment constipés là, ils peuvent utiliser cette plante pour avoir les selles normalement. Donc en dehors de ça, c'est un fortifiant. Vous pouvez le prendre comme du thé chaque matin. Vous pouvez mettre un peu de sucre ou bien du lait un peu dedans. Pour boire le matin ou bien au cours de la journée. Le Cassia occidentalis, une plante fortement recommandée même pour les personnes en bonne santé. Vous prenez 30 à 50 grammes de ces feuilles-là et après vous les lavez très bien. Vous mettez dans une marmite. Vous augmentez 1 litre d'eau et vous faites bouillir pendant 10 minutes. Après cela, vous faites descendre la marmite
vous laissez infuser les feuilles. Donc jusqu'à ce que l'eau soit un peu tiède. Après, pour la consommation, la personne prend un verre, c'est-à-dire un quart de litre par prise. Là, le matin, à midi et le soir. Ou bien vous prenez, avant de se coucher, un verre. L'abus de toute chose étant nuisible, un surdosage dans la consommation de cette plante est cependant déconseillé et il est préférable de toujours consulter un spécialiste de la santé dans toute situation de complications sanitaires. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.